Véronique Courgeot, la mère qui a congelé ses bébés, épisode 1. L'histoire que je vais vous raconter n'est pas un fait divers parmi d'autres. C'est une histoire particulièrement douloureuse. Une femme ordinaire qui commet un triple meurtre. Elle donne la vie, puis la reprend presque aussitôt. C'est aussi l'histoire d'un mari qui ne voit rien, puis qui pardonne. L'histoire d'un mensonge qui va durer des années à l'autre bout du monde. Je vais vous raconter l'histoire de Véronique Courgeot, qui a tué 3 de ses bébés, des petites victimes dont la vie n'aura duré que quelques secondes, quelques minutes tout au plus. L'histoire tragique d'un triple infanticide. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. « 23 juillet 2006, Séoul. Jean-Louis Courgeot, un Français expatrié en Corée depuis 4 ans, est dans son salon. Le commissaire Chun tente de comprendre la situation. Le Français est paniqué. Il bredouille en anglais, la tête dans ses mains. Un peu plus tôt dans la matinée, Courgeot a reçu un colis de maquereaux fraîchement pêchés. Il s'est dirigé vers la cuisine où se trouve le congélateur afin de le ranger. Le premier tiroir était plein, deuxième et troisième tiroir, pas de place non plus. Alors il a décidé de fouiller dans le dernier tiroir et a découvert un sac. À l'intérieur, il a cru distinguer des volailles, il a ouvert les sachets et là, l'horreur. 2 corps de bébés congelés. Affolé, il a contacté un ami coréen qui a prévenu le commissariat. Et le voilà maintenant hagard avec des policiers dans son salon. Les 2 corps sont ceux de nouveau-nés. L'un est enroulé dans une serviette, l'autre a même le sac. Tous 2, des garçons, sont en position fœtale. À la couleur de peau, des yeux et des cheveux, les enquêteurs concluent sans aucun doute que les bébés ne sont pas de type asiatique, mais caucasien. Le commissaire tente de questionner le locataire de l'appartement. Il ne cesse de répéter la même chose. « I don't know, je ne sais pas ». Jean-Louis Courgeot est emmené au commissariat pour poursuivre l'interrogatoire. Les 2 cadavres sont, eux, expédiés dans un laboratoire pour autopsie. L'examen approfondi des 2 petits corps révèle que les enfants ne sont pas nés dans un milieu médicalisé. Le cordon ombilical a été sectionné grossièrement. Les corps présentent encore du vernix, cette matière blanche et gluante qui recouvre le corps du nouveau-né quand il sort du ventre de sa mère. Les poumons des 2 cadavres ont fonctionné. Les légistes concluent donc que les 2 bébés sont nés vivants. Au commissariat, les policiers sont très vite informés des conclusions de l'autopsie. L'enquête devient criminelle. Le commissaire Chun demande à Jean-Louis Courgeot s'il est le père des bébés. La réponse est claire et sans aucune hésitation. Non. Jean-Louis Courgeot est marié avec Véronique. Ils ont 2 enfants, 2 garçons de 11 et 10 ans. Ils sont actuellement en France pour les vacances. Il doit d'ailleurs les rejoindre. Confiant, il se plie à un test ADN. On lui prélève de la salive et une fois sorti du commissariat, Jean-Louis Courgeot prévient son épouse qui tombe des nues. En l'état actuel des conclusions de la police, la justice coréenne autorise Jean-Louis Courgeot à rentrer en France. C'est un expatrié français sans histoire comme 3000 autres. Il est ingénieur pour Delphi, un équipementier automobile américain. Son épouse travaille au lycée français de Séoul, où les enfants sont également scolarisés. Le 26 juillet 2006, il est dans l'avion pour Paris. Le répit est de courte durée. En arrivant sur le sol français, il apprend par les journaux coréens anglophones sur Internet que le test ADN est positif. Il est bien le père des 2 bébés. Comment est-ce possible ? Lui, l'homme qui n'a connu qu'une seule femme. En Corée, les policiers s'activent. Ils cherchent la mère. Très vite,
Ils apprennent que Véronique Courgeot, l'épouse de Jean-Louis depuis 10 ans, a subi en 2003 une hystérectomie. Elle s'est fait retirer l'utérus. Elle ne peut donc plus tomber enceinte. Les enquêteurs coréens perquisitionnent au domicile séoulite des Courgeot. Ils prélèvent des traces salivaires sur les brosses à dents, des cheveux sur les brosses pour réaliser un test ADN. Les résultats tombent. Véronique Courgeot pourrait être la mère des bébés congelés. C'est compatible. Mais pour plus de sécurité, les policiers contactent l'hôpital de Séoul où Véronique Courgeot a subi son opération. Des prélèvements conservés par l'hôpital sont comparés avec les ADN des bébés. Et là, on ne parle plus au conditionnel. Véronique Courgeot est bien la mère des bébés retrouvés dans le congélateur. Les Courgeot nient en bloc. L'autopsie réalisée sur les corps des bébés en Corée laisse entendre qu'il s'agirait de jumeaux. Jean-Louis l'affirme, son épouse n'a jamais été enceinte de jumeaux. Aurait-il pu passer à côté ? Impossible. Véronique enceinte prend beaucoup de poids. Elle n'aurait jamais pu cacher cette grossesse gémellaire. De plus, le laboratoire coréen, dans un premier temps, a daté la naissance des bébés en janvier ou février 2006. Véronique n'avait plus d'utérus depuis 3 ans. Ils ne sont donc pas les parents des bébés congelés retrouvés dans leur appartement. Voilà, la ligne de défense du couple est claire. Cloîtrés en France, dans leur famille en Touraine, les Courgeot assistent impuissants au déchaînement des médias coréens. À 10 000 km de là, ils font la une des journaux. Leur vie est disséquée, leurs voisins interrogés. À Soré Village, le quartier français de Séoul, comme dans tout le reste du pays et de l'Asie, on ne parle que de cette affaire. Et en France aussi, ce fait divers commence à faire les gros titres. En plein cœur de l'été, une aubaine pour les journalistes. Dans le Figaro du 8 août 2006, on peut lire « La Corée du Sud soupçonne 2 Français d'infanticide. L'affaire déroute la police de Séoul depuis 3 semaines déjà. Elle embarrasse désormais la justice française, qui vient d'en être saisie sous la forme d'un signalement transmis par la voie diplomatique. Ces derniers jours, les autorités sud-coréennes ont en effet communiqué au parquet de Tours l'identité de 2 Français qui séjournent actuellement dans un village d'Indre-et-Loire. Nous venons de demander à la France de repérer l'endroit où ces 2 personnes se trouvent afin de les persuader de rentrer s'expliquer à Séoul le plus vite possible. » Voilà ce qu'on précise à l'ambassade de Corée en France. Le 10 août, Jean-Louis et Véronique Courgeot arrivent main dans la main au commissariat de Tours. Suivis de leur avocat, maître Marc Morin, téléphone vissé à l'oreille. Le couple se rend à une convocation, le parquet a ouvert une enquête préliminaire. Les 2 sont formels. Ils ne sont pas les parents de ce que tout le monde appelle les bébés congelés. Ils ne comprennent rien à cette histoire. Ils repartent libres, mais pas tranquilles pour autant. Les médias coréens ont dépêché à Tours des dizaines de journalistes, caméramans et preneurs de son. Devant la maison familiale, ils attendent et espèrent une interview. Acculé, le couple décide d'organiser une conférence de presse le 22 août au cabinet de maître Marc Morin. Les Courgeot répondent à la presse. C'est un cauchemar. Et c'est vrai que cette affaire nous dépasse totalement. On ne comprend pas ce qui nous arrive. Voilà. La seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que nous ne sommes pas les parents de ces 2 enfants. Et ma femme n'a pas eu de bébé. Jean-Louis Courgeot l'annonce. Lui, son épouse et leurs enfants ne rentreront pas en Corée. Il faut dire que les Courgeot ne parlent pas la langue. Le système judiciaire du pays leur est complètement étranger. Et cerise sur le gâteau, la peine de mort y est toujours appliquée à l'époque. Une décision que les journalistes coréens interprètent d'emblée comme un aveu de culpabilité. À l'image de cette reporter coréenne envoyée à Tours et interrogée par France 2. S'il est vraiment... ils n'ont pas coupable. Ils ne sont pas coupables. Pourquoi ils ne doivent pas rentrer en Corée? Je ne comprends pas. Véronique et Jean-Louis Courgeot se mettent à la disposition de la justice française et en Corée, on traduit ça comme de l'arrogance.
En attendant, le couple est convaincu et convaincant. La presse française marche sur des œufs. On parle de mystère, d'énigmes. Les Coréens s'agacent. Fin août, la tension diplomatique entre Séoul et Paris est palpable. La justice française décide d'ordonner de nouveaux tests ADN. En Corée, en présence de représentants de l'ambassade française à Séoul, des prélèvements sont réalisés sur les cadavres des bébés congelés. À Tours, l'ADN des Courgeot est prélevé pour être comparé. Il faudra attendre le 10 octobre pour connaître enfin les résultats de ces tests ADN réalisés par un laboratoire français. Ils vont faire l'effet d'un coup de tonnerre. Les analyses sont tombées. Les ADN de Jean-Louis et Véronique Courgeot concordent avec ceux des 2 nourrissons retrouvés morts congelés le 23 juillet dernier dans leur maison de Séoul. En Corée, ces résultats ont le goût d'une revanche. Et si les expatriés du village français fuient les caméras, les passants locaux, eux, ne cachent pas leur satisfaction, comme cet homme interrogé par les reporters de France 2. C'était couru d'avance. L'ADN donne les mêmes résultats partout. C'était naturel de faire confiance à ces tests, depuis le début. En France, dès l'annonce des résultats des tests ADN, le couple Courgeot est placé en garde à vue. À son arrivée au commissariat, Véronique rencontre son avocate, maître Hélène Delomé, qui lui explique la situation. Elle l'informe sans détour. Il va falloir s'expliquer, sinon tous deux risquent la détention. Véronique Courgeot dit qu'elle comprend, les mots qui sortent de sa bouche l'attestent, mais tout son corps trahit qu'elle est complètement perdue. Jean-Louis et Véronique sont auditionnés séparément, face à des policiers qui ont 48 heures pour comprendre. Le père reste sur sa ligne. Ces bébés ne sont pas les siens. Sa femme n'a pas pu être enceinte sans qu'il s'en aperçoive. Sonné, mais pas vaincu par les nouveaux tests ADN, Jean-Louis Courgeot est égal à lui-même. Sûr de lui, comme depuis la découverte des corps. Les policiers de la PJ de Tours le savent. Jean-Louis peut très bien être le père de ces bébés sans le savoir. Elle, non. Ils vont donc mettre la pression sur Véronique. Ça tombe bien, c'est le maillon faible du couple. Celle qui est toujours derrière, celle qui parle le moins, celle qui ressemble à un papillon apeuré dans les phares d'une voiture quand les flashs crépitent. Véronique nie. Elle n'est pas la mère des bébés. Pendant 24 heures, elle va se tenir à cette version. Le lendemain matin, de nouveau, face aux policiers, elle finit par céder. Elle admet l'impensable. Oui, en août 2002, à son arrivée à Séoul, elle était enceinte. Elle a mis au monde des jumeaux qu'elle a tués et placés dans le congélateur. Et elle ajoute que son mari n'a jamais rien su. Les policiers informent Jean-Louis Courgeot que Véronique a reconnu les faits. Lors de la confrontation, Véronique réitère ses déclarations. Les aveux judiciaires se mêlent aux aveux dans l'intimité d'un couple. Jean-Louis murmure « T'as pas fait ça ?» Elle baisse les yeux, elle pleure pour la première fois et se mure dans ce lourd silence qu'elle a érigé en royaume. Et savez-vous ce que fait Jean-Louis Courgeot à ce moment-là ? Eh bien, il la prend dans ses bras. Jean-Louis Courgeot est-il pour autant tiré d'affaire ? Non. Les policiers ont-ils fait toute la lumière sur ce double infanticide ? Non plus. Les interrogatoires reprennent et les mêmes questions reviennent à chaque fois. Comment ne s'est-il pas rendu compte d'une grossesse gémellaire ? L'homme n'a pas de réponse. Les policiers le savent, Véronique Courgeot a menti. Les cadavres des 2 bébés retrouvés dans les congélateurs à Séoul pèsent respectivement 3,4 kg et 3,7 kg. C'est beaucoup trop pour des jumeaux à terme. Elle a donc été enceinte à 2 reprises. Et elle les a tués à 2 reprises. Acculée par ces incohérences, Véronique finit par admettre qu'il s'agissait de 2 grossesses distinctes. Elle a accouché à son arrivée à Séoul en août 2002 et une seconde fois en novembre 2003, juste avant son hystérectomie.
17h45. L'avocat Marc Morin, qui ne défend désormais que Jean-Louis Courgeot, sort du commissariat. Il a la mine chiffonnée. Malgré sa longue expérience de pénaliste, il a rarement vécu un tel revirement. Il fait face aux micros qui se tendent. Donc je vous annonce que Véronique Courgeot a reconnu les faits et elle a précisé avoir agi seule. Voilà ce que j'ai à vous dire à ce stade de la procédure. Comment Jean-Louis, qui préparait souvent les repas, a-t-il pu passer à côté de 2 nourrissons congelés dans sa cuisine pendant près de 4 ans ? L'ingénieur de 40 ans n'a pas de réponse. Les heures défilent, Jean-Louis Courgeot fouille dans sa mémoire et tente de se justifier. Bien sûr qu'il est un mari attentionné, bien sûr qu'il connaît les symptômes d'une grossesse. Et pour attester son propos, il raconte qu'en 99, ils étaient partis au Maroc rendre visite à son frère. Il avait trouvé pendant ce séjour sa femme fatiguée. Elle avait des nausées, il s'est inquiété, il lui a demandé si elle était enceinte et elle a répondu que non. Les policiers tiquent. Nouvel interrogatoire de Véronique Courgeot qui, sans résister, avoue un 3e infanticide. À l'époque, le couple résidait à Villeneuve-la-Comtesse, en Charente-Maritime. Tard dans la nuit, Jean-Louis Courgeot ressort libre, mais sous contrôle judiciaire. Il est poursuivi pour complicité d'assassinat. Véronique, elle, est mise en examen pour assassinat. Elle est incarcérée à la maison d'arrêt d'Orléans. Face à l'émoi suscité par l'affaire, Philippe Varin, procureur de la République de Tours, organise une conférence de presse. Elle a exprimé un certain sentiment de puissance, dit-elle, vis-à-vis des enfants qu'elle portait. Une puissance qui pouvait aller, selon elle, jusqu'à leur ôter la vie. Mais il est évident que nous allons en faire des investigations sur le plan psychiatrique, sur le plan psychologique, très rapidement, pour essayer d'en savoir plus sur l'état de santé mentale de Mme Courgeot. Du côté de la famille de Véronique, c'est la consternation. Ceux qui criaient au complot n'osent plus prendre la parole. Côté Courgeot, interrogé par les reporters de France 3 Centre, derrière les grilles du portail de sa maison, ce 12 octobre 2006, la mère de Jean-Louis paraît totalement perdue. Je ne veux pas nuire à mes enfants, enfin je veux dire ni à Jean-Louis ni à Véronique. Vous pouvez les imaginer facilement, mes sentiments. Je suis relativement contente pour Jean-Louis et terriblement effondrée pour Véronique, c'est tout, voilà. Pendant sa détention, Véronique va raconter les infanticides. Le premier a lieu en 1999. Elle est déjà mère de Nicolas et Antoine, ils ont 4 et 3 ans. Jean-Louis travaille à 250 km du domicile. Il ne rentre que le week-end. La semaine, elle est seule avec ses 2 garçons. Quand elle ressent les premières contractions, elle dépose le cadet chez la nourrice et l'aîné à l'école maternelle. Elle rentre chez elle et accouche seule dans la salle de bain. Elle raconte au juge en détail le crime. Voici ce que l'on peut lire dans son PV d'audition. J'ai accouché dans la salle de bain. Je pense que j'étais accroupie lorsque j'ai pris mon bébé et que je l'ai étranglé avec ma main droite. J'ai nettoyé la salle de bain et j'ai mis le bébé dans un sac que j'ai rangé dans un placard dans le garage. La nuit venue, alors que mes enfants dormaient, j'ai allumé la cheminée, j'ai mis les bûches et j'ai fait un feu. Et ensuite, j'y ai mis le bébé qui se trouvait enveloppé dans une serviette. Puis, Véronique est restée plusieurs heures à regarder le petit corps brûlé, seule. Pour les accouchements de 2002 et 2003, en Corée, elle déclare au juge. En ce qui concerne le deuxième fait, je me suis rendu compte que j'étais enceinte à partir du 3e mois parce que j'avais un peu de nausée, je commençais à prendre du ventre et je changeais physiquement. Elle accouche seule et étouffe les bébés. Cette fois-ci, elle décide de garder les corps. En Corée, pour les 2e et 3e infanticides, Véronique Courgeot est coincée. Pas de cheminée, les maisons en sont dépourvues. Les allées de sa résidence sont truffées de caméras de surveillance. Les bennes à ordures sont épluchées par des services chargés de faire respecter le strict recyclage des ordures ménagères. Impossible donc pour elle de se débarrasser des 2 fœtus. En 2005, quand la famille Courgeot déménage toujours à Séoul,
Véronique se charge elle-même de transporter les bébés dans une glacière, seule, à pied. Que se dit-elle sur le chemin qui sépare son ancien et son nouvel appartement, tenant à bout de bras les sacs contenant les corps des bébés? De façon générale, les juges et les experts se demandent bien ce qui se passe dans la tête de Véronique Courgeot. Les médecins vont découvrir une femme à la fois terriblement banale et résolument complexe. Et ce couple, comment a-t-il pu tenir malgré ces 3 infanticides ? Véronique est née le 19 octobre 1967 à Parnay, dans le Maine-et-Loire. Dans la famille Fièvre, elle est l'avant-dernière de 7 enfants. Les Fièvre, une fratrie nombreuse, mais ni bruyante, ni joyeuse. L'enfance et l'adolescence de Véronique défilent sans histoire, sans crise, sans rébellion. Après le bac, la jeune femme s'inscrit en sociologie à la fac de Tours. Dans le journal Le Parisien, du 15 octobre 2006, on peut lire, sous la plume de Azzedine Ahmed Chaouch, ses camarades la décrivent comme une fille discrète, complexée et avec parfois la larme facile. Dans Le Monde, du 2 juin 2009, la mère de Véronique décrit sa fille comme très sage et timide, qui aime s'enfermer pour lire des romans. En 1987, la jeune femme croise la route d'un brillant étudiant de l'IUT de Tours. Le courant passe vite entre Jean-Louis Courgeot, 20 ans, et Véronique, de 1 an, sa cadette. C'est lors du réveillon de Noël 94 qu'il s'enhardit et l'embrasse enfin. Chez les Courgeot, le père est directeur des affaires internationales de la Compagnie générale de géophysique. Conseiller municipal, il est un notable local. Dans la famille de Véronique, on est viticulteur. Mais entre les deux, pas de mésalliance. Ils s'aiment, il est son premier amour, elle est la seule femme qu'il a connue. Quelques mois après le début de leur relation, Véronique tombe enceinte. Ils se marient en novembre 1994. Ce jour-là, Véronique porte une robe noire. La photo de cette mariée, pas comme les autres, fait le tour de la presse. Sur le cliché, lui la dépasse d'une tête. Ses verres fumés et sa coupe de cheveux ébouriffée lui donnent des faux airs de Gaston Lagaffe. Dans ses mains, il porte un appareil photo, comme s'il était le témoin plus que l'acteur de l'événement qui se joue à ce moment-là. Elle a les cheveux tirés dans un chignon strict. Seul un collier de perles et un bouquet de fleurs blanches viennent égayer cette mariée atypique. Ils ne se regardent pas amoureusement, mais comme l'a écrit Saint-Exupéry, aimer, ce n'est pas nous regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. Véronique et Jean-Louis partagent la vie quotidienne, mais semblent ne pas vivre au même rythme ou dans le même espace-temps. Le couple apparaît uni, à défaut d'être harmonieux. Quand ils grattent un peu, les psychiatres mesurent combien la vie de Véronique est à la fois ordinaire et dysfonctionnelle. Elle consent très tôt aux experts qu'elle est peu portée sur la sexualité. Elle s'y soumet pour son époux sans joie, mais sans angoisse non plus. C'est le cas de beaucoup de femmes, ordinaires donc. Mais chez Véronique, ce constat vire à la pathologie quand on évoque la maternité. Le 4 juin 2009, dans le Nouvel Obs, la journaliste Sophie Desdésert écrit « Une évidence, la maternité a toujours été une affaire compliquée pour Véronique Courgeot. Quand elle tombe enceinte pour la première fois, en 1994, elle annonce la nouvelle à son mari au bout de 3 mois. Il lui en faudra presque 6 pour sa seconde grossesse. Véronique dit à Jean-Louis que Jules et Nicolas sont 2 bébés pilules. En réalité, elle n'a jamais pris de contraception. C'est un problème que j'ai toujours repoussé, avouera-t-elle aux enquêteurs. Par 3 fois, Véronique Courgeot est enceinte sans que personne ne s'en aperçoive. Véronique, pas très grande, boulotte, jamais vraiment apprêtée, mène ses grossesses clandestines comme si de rien n'était. Enceinte de 7 mois, elle se met en maillot de bain sans que personne ne soupçonne que les kilos en trop cachent une grossesse. Elle fait du yoga 2 fois par semaine avec une amie. L'aveuglement de son entourage fait écho à son propre déni. Véronique ne change rien à ses habitudes. Ah, si, une chose peut-être. 3 mois avant le terme, elle se refuse à son mari. Les bébés, elle dit qu'elle ne les sent pas bouger dans son ventre.
Pourtant, elle sait qu'elle est enceinte. Elle sait d'ailleurs que les 4e et 5e grossesses vont se solder comme la 3e. Elle est comme ça, Véronique. Double, contradictoire. Effacée et passive en public, elle se révèle d'une détermination sans faille dans l'intimité de ses accouchements. Seule, accroupie, dans la salle de bain. Elle en a du sang-froid pour ne pas crier de douleur quand elle les expulse. Ses mains ne tremblent pas quand elle doit sectionner à la va-vite le cordon ombilical. Sa volonté ne flanche pas quand elle les étouffe. Au fur et à mesure des expertises psychologiques, les proches de la quadragénaire mesurent l'étendue du désastre et de leur méprise. Geneviève Courgeot, la mère de Jean-Louis, se confie en juin 2009 aux caméras du 20h de France 2. Il avait déjà un problème. On n'a pas vu que son attitude silencieuse, toujours en retrait, était le signe d'une très grande détresse intérieure. Une détresse intérieure que Véronique ne parvient pas totalement à contenir, même au temps du bonheur, avant les infanticides. En 1994, Véronique met au monde son premier enfant. La joie se dispute à l'angoisse. Jules voit le jour couvert d'eczéma. Pour la jeune mère de famille qui passe ses semaines seule à Villeneuve-la-Comtesse, le quotidien vire au cauchemar, mais elle serre les dents. 18 mois plus tard, l'arrivée de Nicolas la submerge. Elle embauche une assistante maternelle, mais le malaise est là, profond. Dans le Nouvel Obs du 8 juillet 2013, Sophie Desdésert, qui revient sur les grandes affaires criminelles de ces dernières années, raconte. Véronique confie parfois à ses sœurs, à sa belle-mère, combien la maternité l'épuise. Elle avait peur de ne pas être à la hauteur, se souvient Geneviève Courgeot. En réalité, Véronique se sent nulle, incapable, pas digne d'être aimée. Mais ça, elle n'en parle à personne. Tout juste quelques larmes le soir dans le lit conjugal, avant de plonger dans ses livres. « Ça va passer », dira-t-elle toujours à Jean-Louis. Et puis, il y a tout ce qu'elle ne dit pas, ni à Jean-Louis, ni à personne. Véronique grandit en voyant sa mère souffrir dans les vignes, tout en enchaînant les grossesses. L'aînée des enfants n'est pas la fille du père. Quant à la dernière, écoutez plutôt. Personne ne sait que la mère était enceinte. Un soir, le père rentre et annonce à ses 6 enfants « Vous avez une petite sœur ». Lydia, la cadette de Véronique, est d'ailleurs la seule à être née à l'hôpital. Tous les autres ont vu le jour à domicile. Véronique ne veut pas de cette vie-là, jamais. Il faut dire que la petite fille, comme ses frères et sœurs, entend souvent sa mère lâcher qu'elle serait mieux au fond du trou. Après la naissance de Nicolas, Véronique ne veut plus d'enfants. Mais elle ne prend pas de contraceptif. Jean-Louis, lui, voudrait bien le petit 3e. Il n'en parle jamais ouvertement. Les Courgeot sont de bons parents, mais le couple ne fait pas l'objet de beaucoup d'attention. Sans s'en rendre compte, Véronique reproduit le schéma parental qu'elle a tout fait pour fuir. Chez les Fièvres, on zappe les anniversaires. Si Véronique n'oublie jamais ceux de ses enfants, elle occulte la date anniversaire de son mariage, celle de son époux, qui ne lui souhaite pas toujours non plus. Pourquoi les 2 premières grossesses sont-elles différentes et menées à terme de façon évidente ? Les experts judiciaires tâtonnent. Véronique n'est pas d'une grande aide. On évoque la proximité géographique avec sa belle-sœur, Béatrice Courgeot, médecin, qui est comme une sœur. C'est quand elle se retrouve isolée à Villeneuve-la-Comtesse et en Corée que les meurtres sont perpétrés. Ce qui saute aux yeux, c'est l'aveuglement de Jean-Louis. Même lors du 3e infanticide, Véronique réussit à ne pas éveiller les soupçons. 2 semaines après l'avoir expulsée dans la salle de bain, elle continue de saigner. « C'est rien, juste une gastro ». Jean-Louis ne bronche pas. Son hystérectomie est programmée quelques semaines après le 3e infanticide. Cette opération est sans doute sa seule manière de mettre fin aux grossesses à répétition. Elle ne le verbalisera jamais vraiment. En 2003, quand elle entre à l'hôpital, les médecins coréens trouvent une patiente dans un sale état préopératoire. Elle est fatiguée et présente des saignements. Ils soupçonnent une liaison extra-conjugale, mais ne disent rien. Un mélange de pudeur asiatique et de secret médical. Jean-Louis est là, dans la salle d'attente, en salle de réveil,
Il accompagne, veille, mais ne pose aucune question, jamais. Et puis, il se dit qu'il a eu raison de ne pas s'inquiéter car très vite, la jeune femme va mieux. En se débarrassant de son utérus, Véronique change, s'émancipe. Jean-Louis le voit. Comme quoi, on ne voit parfois que ce qui nous arrange. Celle qu'il appelle Véro arrête de fumer, entame un régime, se fait refaire les dents. Elle se fait embaucher comme assistante maternelle au lycée français de Séoul. Les Courgeot vivent une seconde lune de miel. Quelques semaines plus tard, Jean-Louis fera la macabre découverte dans le congélateur. Malgré cela, l'horreur des crimes, les années de mensonges, Jean-Louis s'est toujours tenu près de son épouse. Il a pardonné, mais la justice, elle, suit son cours. Le procès très attendu est prévu pour le 9 juin 2009. Et la défense va bénéficier d'un soutien de taille, le genre de soutien qui peut tout changer. À l'arrière d'une voiture de gendarmerie, dissimulée sous une couverture, Véronique Courgeot arrive au palais de justice de Tours. Pour nous, elle ne sera qu'une silhouette. Elle ne souhaite pas être filmée. Quelques minutes plus tard, son époux arrive. Monsieur Courgeot, on peut vous demander comment vous vous sentez ? Nerveux, Jean-Louis Courgeot se constitue partie civile, non pour attaquer son épouse, mais pour la défendre. Je viens défendre ma femme, je viens la soutenir, qui est aussi la mère de mes enfants, et puis aussi prendre ma part de responsabilité. Le procès de Véronique Courgeot pour assassinat s'ouvre le 9 juin 2009 devant la cour d'assises d'Indre-et-Loire. Il doit durer 12 jours. 12 jours qui vont réserver leur lot de révélations et de coups de théâtre. Et ça commence dès le début avec la demande de huis clos de l'avocate des 2 ados du couple Courgeot qui se sont portés partie civile. Elle plaide la minorité de Jules et Nicolas, le déchaînement médiatique, la sérénité des débats. La cour ne se retire que 15 minutes pour statuer. Les débats seront publics. Véronique, dans son box, très amaigrie, baisse la tête. Tout est là dans la tête basse de cette femme qui tente encore de garder pour elle ses actes, ses secrets et ses explications. Véronique Courgeot porte sur son visage émacié la blessure de l'intimité dévoilée de force. Elle le sait, elle n'était pas programmée pour être l'objet de tous les regards. Son salut, c'est Jean-Louis dans la salle. Jean-Louis, le mari qui ne l'a jamais abandonnée dans cette tempête. Jean-Louis qui ne rate jamais un parloir. Jean-Louis libre, mais sous contrôle judiciaire. L'homme amoureux, malgré tout. Je soutiens la femme que j'aime, je soutiens la mère de mes enfants. Et pour des raisons... parce qu'on a passé notre... parce que j'aime ma femme. Jean-Louis Courgeot soutient sa femme malgré l'horreur des crimes. Au premier jour des débats, quand les parents de l'accusé viennent à la barre, on mesure combien Véronique a manqué d'amour et de compréhension. Le président d'Omergue interroge Robert Fièvre, le père. « Parlez-nous de Véronique ?» Et le père répond « Je préférerais que vous me posiez des questions, avant d'ajouter « Nous ne sommes pas des causeurs », comme si la précision était nécessaire. Mais le président insiste, relance et ne lâche rien. Il demande au père les dates de naissance de ses 7 enfants. Le vieil homme s'embrouille. Pendant l'instruction, dans le bureau de la juge, la mère s'est vue demander « De quelle couleur sont les yeux de votre fille ?» Et elle n'a pas répondu. La famille Fièvre tente de faire bonne figure, mais ça tangue fort et l'on ne peut s'empêcher de se dire que la graine du malheur a germé sans mal dans cette fratrie où personne ne se parle ni ne se regarde vraiment, même si d'apparence on ne manque de rien. Les 9 jurés, 7 hommes et 2 femmes, assistent à ce déballage. À la gêne va succéder la nausée. Le 11 juin, Dominique Lecomte, professeure et directrice de l'Institut médico-légal de Paris, témoigne. Elle revient sur les 2 cadavres découverts dans le congélateur à Séoul. Pour la clarté des débats, les 2 cadavres ont été rebaptisés 461 et 462. Pour l'accusé, c'est un rouleau compresseur qui s'abat sur ses mensonges. Dominique Lecomte est formelle. Les 2 enfants n'ont pas été étranglés. Ils ont été étouffés. La privation d'air a été exercée via un tissu sur le massif facial. Ce qu'on appelle le massif facial,
c'est la mâchoire jusqu'à l'os du nez. Sur l'un des 2 cadavres, la pression a été si forte qu'elle a occasionné plusieurs fractures au niveau des sinus. Les bébés ont-ils crié ? Véronique Courgeot ne sait plus. Pour porter sa voix tantôt inaudible, tantôt hésitante, Véronique Courgeot peut compter sur son avocat. Maître Henri Leclerc est un ténor du barreau. Comment se fait-il que ce bébé n'ait pas d'existence réelle ? Elle dit quelque chose d'extraordinaire, elle dit « j'ai été enceinte des 2 premiers, je leur parlais à mes bébés, ils me parlaient, ne serait-ce qu'etc. » Et ceux-là, je ne leur parlais pas, ils ne me parlaient pas. Eh bien, comprenne qui pourra. Maître Leclerc sait très bien où il va et quelle est sa stratégie. Une stratégie qui va se déployer avec force au début de la seconde semaine des débats. Le scénario du clan Courgeot tient en une phrase. Véronique a fait un déni de grossesse. Elle n'a donc pas prémédité ses actes. Le professeur Israël Nizan, gynécologue obstétricien, spécialiste de l'IVG et de la PMA, dirige le service obstétrique du CHU de Strasbourg. Il va venir à la barre défendre lui aussi le déni de grossesse de Véronique. À la sortie de la salle d'audience, il s'en explique devant les caméras de France 2. D'ailleurs, ces femmes, quand on leur demande « est-ce que vous avez accouché ?» Oui. Est-ce qu'il y avait un bébé ? Non. Est-ce qu'il y avait un corps d'enfant ? Oui. Est-ce que vous voulez le nommer ? Non. Ça montre que faire un enfant, ça prend 9 mois. Pas seulement au plan physique, mais aussi au plan psychique. Et je pense qu'il faut que les magistrats s'habituent à porter un jugement un petit peu différent. Ce n'est pas des meurtrières d'enfants de manière toute simple, c'est beaucoup plus complexe que ça. Cela fait des semaines, des mois, que tous les médias ne parlent que de ça. Dossiers dans la presse, émissions spéciales, témoignages, le déni de grossesse, mal connu et peu exploité par la recherche médicale. Il devient l'un des sujets de société le plus important avec l'éclatement de l'affaire des bébés congelés. Véronique a-t-elle pu faire 3 dénis de grossesse ? Les médecins et experts qui l'ont suivie en détention ne cachent pas leur agacement. Comme le docteur Jean-Michel Masson face aux journalistes, dont ceux du 19-20 de France 3 Centre. Ce que je leur reproche, c'est de ne pas être plus prudent, de ne pas qu'il donne un avis, ça peut être très intéressant, mais d'affirmer sans avoir examiné la personne, sans connaître le dossier, théoriquement c'est même une faute médicale, comme si un médecin faisait un certificat médical sans avoir vu la personne. La passe d'armes se poursuit dans les colonnes du Parisien. À la question « Les experts judiciaires ne croient pas au déni dans cette affaire ?» le professeur Nizan s'emporte. Qu'est-ce qu'ils y connaissent ? Nous, gynécologues, nous en voyons 40 par semaine. Maître Henri Leclerc plaide 1 heure sans note et lâche en regardant droit dans les yeux les jurés. Il faut la condamner tout en appelant à la clémence de la peine. Il sera entendu. Le 18 juin 2009, Véronique Courgeot est condamnée à 8 ans de prison contre les 10 requis par le procureur général. 8 ans de prison pour 3 infanticides. Dès l'annonce du verdict, c'est le soulagement dans le clan Courgeot. Le 17 mai 2010, Véronique Courgeot bénéficie d'une libération conditionnelle. Ce n'est pas sa première demande, mais cette fois-ci, ça passe. Elle a purgé un peu moins de la moitié de sa peine. Comment expliquer cette libération ? Eh bien, Véronique est ce qu'on appelle une détenue modèle. Elle a suivi une thérapie. Au quartier des femmes de la maison d'arrêt d'Orléans, elle a suivi des cours d'anglais, assisté à l'atelier coiffure et travaillé à la bibliothèque. Le corps médical a estimé qu'elle ne constituait plus un danger. Véronique réintègre donc son foyer à Souvigny-de-Touraine. Elle retrouve Jules et Antoine, âgés de 14 et 13 ans. Elle occupe un poste de secrétaire à mi-temps dans une entreprise de la région. Elle a l'obligation de poursuivre sa thérapie et l'interdiction d'évoquer l'affaire dans les médias. Six mois plus tard, en septembre 2010, Jean-Louis Courgeot publie aux éditions Michel Lafon « Je ne pouvais pas l'abandonner ». Ce livre, mi-témoignage, mi-plaidoyer, lui permet de clore ce chapitre de sa vie et de refermer cette affaire. Une affaire qu'il a déclenchée lui-même, malgré lui, le 23 juillet 2006, en découvrant dans le congélateur les cadavres de 2 nourrissons. Au sujet de ces bébés morts qu'il n'avait jamais connus,
il écrit. Ils planent dans mon esprit comme un leitmotiv de tristesse insondable, ces petits inconnus, d'énigmes que je n'oublie pas. Je pense aux bébés. Et je me dis, tant qu'on ne les aura pas reconnus, reçus, fût-ce dans nos âmes meurtries d'autopunition, ni moi ni Véronique ne viendrons à bout de notre propre réhabilitation. C'est sans doute pour cette raison que le couple a décidé d'inhumer les 2 cadavres découverts à Séoul. Leurs noms, prénoms, poids, date de naissance et de décès ont été apposés sur le livret de famille. Ce sont leurs grands frères, Jules et Antoine, qui ont choisi les prénoms. Ils s'appellent Alexandre et Thomas. Le premier bébé tué par Véronique Courgeot en 1999, brûlé, n'a lui aucune existence juridique, symbolisant la part de mystère insondable et insaisissable de cette mère de famille. Voilà, c'est ainsi que se termine cette saison de Homicide. Elle a été écrite par Virginie Gage et réalisée par Amaury Breton. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur vos applis de podcast, à commenter cette saison. Nous sommes toujours ravis de vous savoir plus nombreux à l'écoute d'Homicide.